une autre page que je vous montre. OK, dernier thème pour finir le revenu de bien. Puis si je prends un petit peu moins qu'une heure et... le temps qui me reste, là, 1h15, 1h10, on commencera le sujet 2. Je pensais que j'allais dire, on arrêtera plus tôt, puis c'est tout. 5 points, donc, dans le point numéro 5, qui s'appelait comment calculer le revenu de bien, là, 3 grandes étapes. 1, qu'est-ce qu'il faut inclure dans le revenu de bien en matière d'intérêt, dividendes, location. 2, qu'est-ce qui est déductible du revenu de bien par rapport aux mêmes sources de revenus. Puis 5.3, vous allez trouver la question étrange. Qui devrait s'imposer sur le revenu de bien? Ça nous amène à discuter du fractionnement de revenus, du transfert d'actifs, puis en finalité des règles d'attribution qui existent pour empêcher ces stratégies-là de fractionnement de revenus. Donc on s'en va voir ça, mais il va juste vous montrer qu'il y a un fil conducteur dans tout ça, là, dans le point 5. On construit le revenu de bien avec les inclusions déductions, mais ça finit pas là. La dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réattribuer le revenu de bien, d'imposer le revenu de bien dans le rapport d'impôt de quelqu'un d'autre que celui qui détient le placement? Drôle de question, hein? Pourquoi quelqu'un qui a un placement générateur de revenus d'intérêt, puis qu'on lui calcule un revenu de bien à la hauteur de 50 000 pourquoi poser la question qui doit s'imposer sur le revenu, ce 50 000 $-là? Il me semble que c'est le détenteur du placement, c'est lui qui encaisse, la personne qui est juridiquement propriétaire du placement, qui encaisse les intérêts, puis qu'on a calculé le revenu de bien à la hauteur de 50 000 $. Pourquoi la question se pose? Dans quel rapport d'impôt on met ça? C'est sûr que c'est dans le sien? Ben, je ne suis pas si sûr que ça. Pourquoi? Le revenu de bien, là, parmi toutes les sources de revenus qu'on étudie jusqu'à maintenant, je pourrais vous remontrer le tableau, là. Le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, prenez toutes les autres. Le revenu de bien, il y a une chose en particulier, ou en tout cas, il y a une chose qui le distingue. Il est passif, oui, mais je vais vous attirer votre attention sur d'autres choses, excusez-moi. La misère avec mon zoom. Il y a une autre particularité, le revenu de bien. Ben, surtout, ça vient du fait qu'il soit passif. Qu'est-ce que ça a comme conséquence qu'un revenu soit si facile que ça à gagner? C'est ça qu'il faut se le dire, là. Je dis souvent, un singe peut faire du revenu de bien. Mais si un singe peut faire du revenu de bien, ton enfant pourrait faire du revenu de bien. Ton conjoint qui ne connaît rien au placement pourrait faire du revenu de bien. Le revenu de bien, c'est la seule source de revenus qui est très facilement déplaçable vers quelqu'un d'autre. Ça serait très facile si tu ne veux pas que le revenu de bien tombe dans ton rapport d'impôt. Si par hasard tu as un revenu imposable très élevé, puis que faire tomber l'intérêt dans ton rapport d'impôt, compte tenu que les taux d'imposition sont progressifs, ça coûterait une fortune d'impôt, puis que tu as un enfant de 15 ans qui n'a pas de revenu, ça serait le fun que ce soit lui qui fasse le revenu d'intérêt, que ce soit lui qui s'impose dessus. Rien de plus facile. À sa fête, mon grand, bonne fête. Tu lui donnes un placement. Il n'y a rien en passant d'illégal dans le fait de transférer un placement à quelqu'un d'autre. C'est un choix personnel. Et si on fait ça, au niveau juridique, l'enfant est maintenant propriétaire du placement. Donc, c'est maintenant lui qui fait l'intérêt, et ce serait lui qui s'imposerait. Ça s'appelle du fractionnement de revenus, ça. De réussir cette stratégie-là, de déplacer du revenu à l'intérieur de sa famille, parce qu'en bout de ligne, on comprend que le père, il n'a rien perdu là-dedans. Le père, le placement, il est toujours sous son emprise. L'enfant ne décide de rien, là. C'est le père qui tire les ficelles. C'est juste qu'on a mis au niveau juridique, on a nommé l'enfant propriétaire par le transfert. Puis au niveau fiscal, on en aurait un immense intérêt. Regardez les calculs, à quoi on arriverait comme avantage. Un revenu d'intérêt de 4 000 $ par année. Si c'est moi qui m'impose dessus puis que je paye 49,97 % d'impôt, ça c'est le taux le plus élevé pour un Québécois. Si on tient compte et de l'impôt fédéral et de l'impôt de la province de Québec, les gens qui sont à 135 000 et plus, là, si tu leur rajoutes de l'intérêt sur le tas, ça leur coûte 2 000 $ d'impôt. Le même intérêt, si tu le fais tomber dans le rapport d'impôt du fils qui paye, disons, 30 %, voyez l'économie, ça coûte 1 200 d'impôt si c'est dans le rapport d'impôt de l'enfant. C'est 800 $ d'économie par année. Je ne m'arrêterai pas, là. Je vais toujours faire ça. Quand mon enfant va être trop vieux, je vais prendre mon nouveau. J'ai un nouveau-né, là, il y a 3 ans, il va en avoir un méchant bout à avoir des rapports d'impôt vierges, cet enfant-là, puis je vais continuer cette stratégie-là. Je vais vous donner plein d'exemples, dans le même esprit. Un immeuble locatif.
Si j'ai un immeuble locatif qui rapporte 10 000 imposables à la fin de l'année, ça coûte cher dans mon rapport d'impôt de mettre 10 000 de revenus de location. Pourquoi pas transférer l'immeuble à ma femme? Ma femme ne travaille pas, peu de revenus, peu d'impôts, son revenu imposable est très bas. J'aime bien mieux que l'immeuble soit à son nom, je lui transfère pour qu'elle fasse les revenus de location et qu'elle s'impose. 2 500 $ d'économie par année. Par année. Je peux faire ça pendant 30 ans. Faites le calcul. Bien, tout ça, là, au niveau légal, il n'y a rien qui contraint ça. Transférer un actif à quelqu'un de ta famille, c'est tout à fait ton droit. Il n'y a pas de loi que tu transgresses, aucune loi en faisant ça. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fisc va laisser faire ça? Est-ce que le fisc va accepter une érosion de l'assiette d'impôt comme ça, que par un jeu de transfert, les factures d'impôt diminuent de façon substantielle? Bien, la réponse est non. On a mis en place une série de règles pour empêcher ça, le résultat fiscal qu'il y a là. Ça s'appelle des règles d'attribution. C'est bien simple pourquoi ça s'appelle une règle d'attribution. C'est que, on va vous vendre le punch tout de suite, quand un homme, ou une femme, on s'en fout, mais quand un des deux conjoints prend le placement puis le transfère à son enfant, à titre d'exemple, ou à sa femme, et qu'elle est propriétaire du placement, et que c'est elle qui encaisse les revenus de placement, au niveau juridique, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Hey, j'ai fait chaud, hein? J'ai très chaud. Bien, ce qu'on va faire au niveau fiscal, c'est qu'on va faire une fiction. On va demander de prendre ce revenu de placement-là et de le réattribuer dans le rapport d'impôt de l'auteur du transfert. Donc, au niveau fiscal, il va y avoir un rebond. Quand la femme va arriver pour s'imposer sur son revenu de loyer, là, ça ne marchera pas, ça va rebondir, puis ça va retourner dans le rapport d'impôt de celui qui a transféré le placement. Donc, vous voyez qu'au niveau fiscal, ça ne marchera pas parce que le 10 000 $ va revenir dans le rapport d'impôt du contribuable le plus riche. Ça s'appelle des règles d'attribution. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais elles ont toutes le même objectif. Je vais baisser le chauffage. Je me meurs. J'arrête de m'évanouir. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je me le dirai s'il fait froid. Donc, les règles d'attribution, elles ont toutes cet objectif-là, d'accord, de contrecarrer l'avantage fiscal qui est pensé, qui serait réalisé avec cette stratégie-là. Ça va? Je veux être sûr que vous me comprenez bien, là. Est-ce que la journée que tu décides là, de transférer un immeuble à ta femme, là, est-ce qu'on va arriver avec un fusil en disant non, redonnez l'immeuble à monsieur? Le transfert légal, on ne peut pas l'empêcher. C'est tout à fait légitime. C'est au niveau fiscal qu'on va faire une fiction. Quand viendra le temps de faire les rapports d'impôt, puis que la femme va encaisser des feuillets à son nom, je vous jure, le feuillet va être au nom de madame. Bien, on va prendre ça et on va aller l'imposer chez monsieur. On va juste faire une fiction aux fins fiscales pour t'enlever le goût de faire ça. Fait qu'effectivement, ça ne donne plus rien, toutes ces stratégies-là. Les règles d'attribution vont annuler l'effet vont annuler l'effet favorable de ces transferts-là. Donc, c'est juste possible sur du revenu de bien en passant. Là. Avez-vous déjà essayé de faire gagner du revenu d'emploi par votre enfant? Ça se peut pas. Tu ne peux pas dire à ton gars, va travailler à ma place demain matin, j'aimerais ça au niveau fiscal que ce soit toi qui fasses le revenu d'emploi. Ça se peut pas. Revenu d'entreprise, peux-tu dire à ton gars, va exploiter le subway un matin, papa va rester à la maison, ce serait bon fiscalement que ce soit toi qui s'impose sur le revenu d'entreprise. Ça se peut pas. Ça prend une expertise, ça prend du travail, mais du revenu de bien, au niveau juridique, ça se peut, parce que c'est passif. Il faut surveiller ça. Dans un couple, là, vous allez des gens qui allaient assister, qui allaient conseiller en fiscalité. Vous savez que vous pouvez être tenu responsable professionnellement si vous arrêtez pas ces stratagèmes-là ou si vous êtes implicitement fait de l'aveuglement implicite puis que vous ne levez pas le flag devant ces stratégies-là. Dans un couple, quand il y en a juste un qui a travaillé toute sa vie puis qui est hyper riche, puis que le conjoint a 300 000, quelque chose comme un revenu imposable de 150 000 parce que tous les placements sont au nom du conjoint, posez-vous des questions. Comment il a fait pour se payer, ou comment il a fait ce conjoint-là pour se payer ça? Si le style de vie, ça va sauter d'en face des scénarios de fractionnement de revenus, puis il faut appliquer des règles d'attribution. Quand vous faites le rapport d'impôt de ce couple-là, puis que c'est injustifiable que l'homme ou la femme qui ne travaille pas ait un revenu imposable de 150 000, puis que ce soit tout de l'intérêt, parce que tous les placements sont à son nom, puis qu'elle n'a jamais amené de richesse dans le couple. Si toute la richesse vient de l'autre conjoint, bien, ça ne tient pas la route. C'est clairement une stratégie où on a tout mis les placements au nom de l'autre personne, puis il y a des règles d'attribution qui devront s'appliquer. Puis vous devez les appliquer.
devez les appliquer au contribuable. C'est vous qui devez prendre le feuillet au nom du conjoint 2, puis d'aller l'imposer dans le rapport d'impôt du conjoint 1. OK, on regarde ça. On commence par les stratégies les plus simples. Donc, première règle d'attribution. Lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien à son conjoint ou à une personne liée de moins de 18 ans, donc, lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien, peu importe lequel, à son conjoint, personne liée ou à un enfant mineur, la conséquence de ça, c'est que le revenu ou la perte provenant du bien est considéré comme un revenu de l'auteur du transfert. Donc, vous l'avez là, la règle qui dit que c'est celui qui a transféré l'actif qui va subir encore l'inclusion. Quelques petits détails. L'attribution cesse, c'est intéressant pour vous ça, l'attribution cesse quand l'enfant atteint ses 18 ans. Donc, vous voyez, la règle, ça vise des transferts au conjoint et des transferts à des personnes de moins de 18 ans. Donc, il semble y avoir effectivement, je n'appellerai pas ça un trou, là, mais qu'en est-il des transferts à un enfant majeur? Vous êtes majeur, vous? Votre parent voudrait vous transférer un placement générateur de revenus. Effectivement, il n'y aurait pas de règle d'attribution. Le fils s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que ça ne durera pas longtemps. À un moment donné, vous allez avoir votre propre vie, vos propres revenus, puis c'est une stratégie qui est vouée à ne pas durer bien longtemps. Avec un enfant de 18-20 ans, là, à un moment donné, ça ne marchera plus parce qu'il va avoir dans son propre rapport d'impôt, l'enfant, des revenus à lui. Mais pour un enfant de 2 ans, là, la stratégie est évidemment trop facile. Donc, pour les 18 premières années de ta vie, ça ne marche pas. Dès que l'enfant atteint 18 ans, on n'applique plus la règle d'attribution. Donc, vous comprenez que si je fais ça avec un enfant de 16 ans, je lui transfère mon placement, l'enfant de 16 ans fait l'intérêt, mais l'année 1, l'intérêt, c'est le papa qui s'impose. L'année suivante, il y a 17 ans. L'enfant encaisse les intérêts, c'est le papa qui s'impose. L'année suivante, l'enfant de 18 ans encaisse les intérêts et s'impose. Il n'y a plus de transfert, parce que là, l'enfant est rendu majeur. Donc là, c'est l'enfant qui va s'imposer dorénavant sur ses propres revenus d'intérêt. Il n'y a plus de règle d'attribution. Évidemment, les règles cessent si tu divorces. Donc, si ta conjointe te quitte et qu'elle part avec tes placements, ou la moitié de tes placements, ça serait bien bête que ce soit encore toi qui s'impose. Donc, s'il y a cessation de l'union ou divorce, là, il n'y a plus de règle d'attribution. Pas de règle d'attribution sur les autres sources de revenus. Des règles d'attribution, c'est seulement sur du revenu de bien. Allez jamais dire qu'il y a de l'attribution sur du revenu d'entreprise. Donc, c'est juste sur du revenu de bien. Je pourrais vous donner des exemples où, par exemple, un conjoint pourrait prêter de l'argent, ou transférer de l'argent à son conjoint ou à sa conjointe, puis elle décide de se partir une entreprise. Donc, au lieu de faire du placement qui rapporte du revenu passif, imaginez que le conjoint qui a reçu le transfert des richesses décide de se partir une entreprise et que ça rapporte du revenu d'entreprise. Bien, c'est le conjoint qui va s'imposer sur le revenu d'entreprise. On ne dira jamais ce revenu d'entreprise-là devrait retourner à l'auteur qui a permis le démarrage de l'entreprise. Non, seulement sur les revenus de placement. Il y en a d'autres nuances, là, mais les plus importantes sont là. Je ne vais pas amener à la page 100 non plus, je ne vais pas vous parler de ça, là. Je vais juste vous la compter en mots. Les règles d'attribution, là, les règles d'attribution, c'est comme un jeu de chat et de souris. On dirait que les gens trouvent une idée, hop, on arrive avec une règle d'attribution par le législateur pour empêcher ça. Là, hop, les gens trouvent une autre idée, hop, on fait une autre règle d'attribution. Ça me fait penser au jeu dans les expos, là, quand il y a des marmottes qui sortent, tu as de la misère, tu as à peine le temps de cogner sur une, que tu en as une autre qui te pousse juste à côté. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, juste montrer l'idée que les gens y ont eue. OK, ils disent, face à la première règle d'attribution, les couples ou avec enfants ont dit, OK, ça ne marche pas si je transfère 100 000 à ma femme ou à mon conjoint pour que lui fasse du placement. On l'a vu, ça ne marche pas. Il y a une règle d'attribution. Voici l'idée. Au lieu que je lui transfère 100 000, je dis à mon conjoint, va emprunter 100 000 et fais du placement avec ton emprunt. Donc, le conjoint, qu'est-ce qu'il fait? Va emprunter 100 000
et fait du placement. Et qu'est-ce que fait le conjoint numéro 1 avec son 100 000? Rembourse le prêteur. Donc, on arrive à la même finalité. Au lieu de transférer directement au conjoint, ce qui déclenche les règles d'attribution, on dit au conjoint, va emprunter 100 000, fais du placement, qui va te générer de l'intérêt, et moi, avec mon 100 000, je le donne à ton banquier. Je rembourse ton banquier. Donc, on dit, j'ai rien transféré à mon conjoint. C'est vrai. J'ai rien transféré à mon conjoint. Non, mais tu as réglé sa dette, par exemple. Fait qu'il y a une autre règle d'attribution pour prévoir ça. Les fins finaux qui passent par un intermédiaire comme ça. C'est ce que j'ai mis en rouge, là, je ne vais pas trop rentrer dans les nuances. Deuxième stratégie possible, alors. Sur le gain capital. Avec un conjoint, il y aurait aussi la possibilité de déplacer le gain capital. Donc, je viens de parler de stratégies où on déplaçait les revenus de biens. L'autre idée, c'est de déplacer le gain capital. Un conjoint, arrêtez de dire conjointe, là, j'ai peur d'être sexiste, puis je me reprends tout le temps. Fait qu'on va dire conjoint 1, conjoint 2. Conjoint 1 qui a un placement qui a payé pas si cher que ça, qui vaut cher aujourd'hui. Donc, il y a un gain capital potentiel à la revente. Bien, l'idée, ce serait de dire, ce placement-là, je pourrais le transférer vers ma conjointe, conjoint 2. Je pourrais le transférer vers mon conjoint numéro 2. D'accord? Et ce que vous ne savez pas, mais ça se fait au coût, ce transfert-là. Entre conjoints, ça se fait au coût. Donc, si monsieur ou madame, conjoint 1, a acheté un placement à 1000, il en vaut 3000 aujourd'hui, bien, si on le transfère entre conjoints, le conjoint qui le reçoit, c'est comme s'il l'avait acheté 1000. Donc, lui pourrait le revendre 3000, puis lui pourrait faire le gain. Ce serait très facile dans un couple de faire du gain capital par le numéro 2 plutôt que par le numéro 1. Fait que la finalité est toujours la même, l'idée de déplacer du revenu, dans ce cas-ci du gain capital, vers le conjoint 2 qui paye un taux d'impôt plus bas. Donc, il faut contrer ça. Il y a une règle qui s'applique, une règle d'attribution qui dit « Le gain ou la perte en capital lors de la disposition d'un bien transféré sera réputé être imposable pour l'auteur du transfert. » Ça s'applique dans un contexte de transfert au conjoint. Seulement. Donc, la règle d'attribution sur le gain capital, elle est nécessaire seulement dans un contexte de transfert vers le conjoint parce que le transfert se fait au coût. Je redonne le même exemple, les mêmes chiffres. J'achète un placement à 1000, il vaut 3000. Si je le vends moi-même, je fais du gain dans mon rapport d'impôt. Ça coûte cher. Donc, je décide de transférer le placement à conjoint 2. Lui, il va le recevoir avec un coût de 1000 aussi. Et lui pourrait le revendre 3000, puis lui pourrait faire le gain de 2000. Donc, pour empêcher ça, règle d'attribution qui dit on impose conjoint 1. C'est écrit là. Qu'en est-il? Vous voyez qu'en parlant juste de la règle d'attribution pour le conjoint, ça devrait vous soulever une question. Qu'en est-il de la même stratégie si je la faisais avec un enfant mineur? Qu'en est-il de la même stratégie si je la faisais avec un enfant mineur? Bien, il n'y a pas de règle d'attribution parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc, il n'y a rien d'écrit, puis il n'y a rien qui... Il n'y aura aucune conséquence, il n'y aura aucune règle d'attribution si tu fais ça avec un enfant mineur. Et là, c'est un petit peu difficile pour moi de vous expliquer le pourquoi. C'est parce qu'au moment du transfert, ce ne sera pas les mêmes conséquences fiscales. Si je vous disais que dans un transfert entre conjoints, ça se fait au coût, puis que le conjoint 2 ramasse le placement avec un coût de 1000, puis peut le revendre 3000, c'est pas la même affaire si c'est un enfant. Si c'est un transfert envers un enfant, ça va se faire à la juste valeur marchande, ce transfert-là. Donc, le conjoint 1 qui va transférer à son fils, par exemple, lui va le faire tout de suite, le gain capital. Il va faire un transfert à 3000 en vertu de la loi de l'impôt. Donc, le conjoint 1 va s'imposer sur le gain capital de 2000 lors du transfert. Donc, la règle d'attribution est inutile, il est fait, le gain capital. Puis, si l'enfant réussit à faire du gain capital à partir de ce moment-là avec un coût de 3000, c'est pas le gain capital de son père, c'est son gain capital. C'est l'enfant qui l'a, puis il repart de 3000, puis s'il se fait un gain, l'enfant, ça lui appartiendra. Mais le gain qui accroît, qui a pris naissance pendant que le père possédait le placement, ce gain-là est réalisé là, dans le rapport d'impôt du père lors du transfert. Donc, pas besoin de règle d'attribution. Bref, vous ne suivez peut-être pas dans toutes mes explications, mais retenez, regardez, il y a un beau petit tableau ici avec 4 colonnes. Là. Je vais vous mettre ça bien plus simple.
Premièrement, le tableau il est dédoublé. Là. En bas, ici, là, c'est la même chose qu'en haut, c'est pas nécessaire. Je vais vous faire le beau petit tableau à 4 colonnes qu'il faut amener à l'examen. Ici. Donc, il y a 4 cases. Qu'est-ce que tu tentes de transférer? Du revenu de bien ou du gain capital? À qui tu transfères? Ton conjoint ou ton enfant mineur? Assure-toi de savoir ce qui va arriver. Donc, dans 3 cases sur 4, il y a des règles d'attribution. Je le mets en vert, donc je vais changer de couleur. Donc ici, règle d'attribution, règle d'attribution, règle d'attribution. Et ici, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une opportunité, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a aucun danger là de transférer du gain capital vers un enfant mineur. Dernière règle d'attribution que je vais voir avec vous. Donc 5, 3, 5, on ne la fait pas. D'accord? Là, écoutez, les moyens, là, on pourrait les sophistiquer au maximum. Là, puis je vous perdrais, puis c'est inutile. C'est juste que les transactions sont plus compliquées. Donc l'idée, c'est de passer par une fiducie. Je vous évite ça. Vous voyez ici, un père pourrait mettre une fiducie en place, pourrait mettre son placement en fiducie, puis ça finirait par la même finalité. Ses enfants, comme par hasard, se ramasseraient avec le revenu du placement, parce que les enfants seraient bénéficiaires. On ne traitera pas de ça, c'est trop compliqué, mais il y aurait une règle d'attribution. Donc, on aurait un père qui mettrait son placement dans la fiducie. Le placement générerait du revenu, et qui encaisse les revenus dans une fiducie, c'est les bénéficiaires. C'est nous qui les choisissons. Fait que comme par hasard, qui qu'on retrouve dans les bénéficiaires de l'acte de fiducie? Oh, devinez, mais j'imagine, on retrouve le conjoint 2 qui n'a pas de revenus, puis les enfants, bien sûr. Fait qu'au niveau légal, on réussit par l'intermédiaire d'une fiducie à arriver au même résultat final. Donc, la réponse du législateur, c'est on prend les revenus puis on les retourne dans le rapport d'impôt du parent. Même chose avec une compagnie. Tu peux créer une compagnie et faire du fractionnement de revenus avec ta compagnie. Je vous dis, excusez, je vais prendre le temps de l'écrire. 536, on ne le traitera pas. Il y en a une que je vais vous montrer. Une dernière, je pense que c'est 537. Donc 536, on ne la traite pas. Et on va aller voir la dernière, 537. C'est sûr que je vous prends de court, mais j'ai envie de vous poser la question. Si vous êtes un parent, vous n'aurez pas la réponse, là, mais c'est ça la question qui se pose. Il faut être imaginatif. Les gens qui réussissent à contourner les règles d'attribution, c'est parce qu'ils sont drôlement imaginatifs. Puis les gens vont trouver des nouvelles idées encore, je ne suis pas inquiet. Fait que si on se dit que c'est pas possible de transférer un placement à mon enfant mineur ou à mon conjoint numéro 2, parce que ça va rebondir dans mon rapport d'impôt, c'est pas plus possible de transférer le gain capital, ça va rebondir dans mon rapport d'impôt. L'autre idée que les gens ont eue, même si je vous demandais, le savez-vous, c'est sûr que c'est normal que la réponse soit non. L'autre idée que les gens ont eue, surtout dans des entreprises familiales, c'est des scénarios où on avait des parents, par exemple, qui étaient actionnaires d'une compagnie. Pour ça, je dis compagnie familiale. Imaginez une petite compagnie privée où on a monsieur, madame qui sont actionnaires. Puis la compagnie, je ne sais pas, moi, opère une entreprise agricole, ou peu importe, pas d'importance le type de commerce. Et comme par hasard, quand on regardait attentivement la description du capital action de cette compagnie-là, on remarquait qu'il y avait un troisième actionnaire. Oh, qui donc? Comme par hasard? Le flot de 15 ans. Eh oui, c'est encore lui. Comme par hasard, on voyait que le flot de 15 ans, il était actionnaire dans la compagnie de ses parents. Rien d'illégal en passant. Là. Pour 10 piastres, un enfant peut devenir actionnaire. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et qu'est-ce qui arrivait en fin d'année? Quand la compagnie avait de l'argent et que cette famille-là avait besoin d'argent pour vivre, je repose la même question. Quels sont les conduits pour sortir de l'argent d'une compagnie? Vous les connaissez, hein? Salaire ou dividende. Pensez-vous que c'était qui recevait les dividendes? Si c'est monsieur et madame pouvaient en recevoir un peu, mais s'ils en recevaient trop, ça coûtait cher en impôts. Fait qu'on avait un bel actionnaire à côté, une marionnette, à qui on pouvait verser des dividendes. Fait que l'enfant de 15 ans recevait souvent une bonne partie des dividendes, qui en bout de ligne aurait dû être versé aux parents. Le seul but de mettre le gars là, l'enfant actionnaire, le seul but, c'était pour avoir la possibilité de lui verser des dividendes qui sont moins coûteux dans son rapport d'impôt à lui que dans celui des parents. L'enfant, il ne savait même pas qu'il était actionnaire. Il finit son secondaire. Là. Donc, il fallait contrer ça. Des enfants mineurs qui sont actionnaires de compagnies privées. Donc, cette fois-ci, la règle d'attribution, elle est un petit peu différente. Okay? Je vous la lis. Je vais vous
ici, là, au lieu d'attribuer le revenu aux parents, donc au lieu de dire le dividende de l'enfant, envoyons-le dans le rapport d'impôt du parent, au lieu de faire ça, c'est l'équivalent, là, on suppose plutôt que on impose plutôt le revenu dans les mains de l'enfant, mais au taux d'imposition le plus élevé des 4 taux d'imposition de la table d'impôt. Donc la conséquence est un petit peu différente. Si vous êtes devant une situation comme ça, où il y a un enfant mineur, ici, là, actionnaire, et qu'il reçoit des dividendes, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire à l'enfant, le revenu de dividende, tu le gardes dans ton rapport d'impôt. Sauf qu'au lieu de le mettre dans ton revenu imposable normal, qui lui est progressif, on va le prendre et on va l'isoler. Puis on va lui appliquer un taux d'impôt juste à ce revenu de dividende-là. Lequel des 4, vous pensez, dans la tranche d'impôt, 15, 22, 26, 29? 29 %. Tous les revenus de dividende encaissés par un enfant mineur qui proviennent d'une société privée, on les met de côté dans le rapport d'impôt de l'enfant, puis on les impose à 29 %. Du premier dollar au dernier. Ça a beau être 1000 pièces, le 1000 pièces va être imposé à 29 %. Donc, les parents ont-ils gagné quelque chose en faisant ça? Ça aurait été quoi le pire impôt que les parents auraient pu payer là-dessus si ça l'était versé à eux-mêmes? Le pire taux d'impôt qu'ils auraient pu subir, les parents, ça aurait été quoi? 29 %. Fait qu'en imposant les enfants à 29 %, t'enlèves le goût pas mal de faire cette stratégie-là. C'est un peu l'équivalent de le réattribuer, mais on ne le réattribue pas vraiment, on le laisse dans le rapport d'impôt de l'enfant avec cette nuance-là, qui, quant à moi, revient au même. Un commentaire sur cette règle-là, je vais essayer d'attirer votre attention sur des petits bouts de phrases intéressants. C'est quoi ça? C'est quoi ces revenus-là qu'on impose là? C'est les dividendes imposables reçus d'une société non cotée à la bourse, donc tous les dividendes reçus de sociétés privées par un enfant de moins de 18 ans. Une chose que je vais vous dire sur cette règle-là, vous voyez qu'elle est un petit peu différente. Hein? Vous comprenez qu'on ne déplace pas, là. On laisse le revenu dans le rapport d'impôt de l'enfant, mais on l'impose à 29 %. Je pense que c'est aussi dissuasif. Elle a un gros défaut, cette règle-là. Elle est très critiquée. L'expression « tuer une mouche avec un marteau » là, s'applique bien ici. Le législateur y est allé fort. Il ne fait pas dans nuance. La règle d'attribution là, est écrite en orange. Elle tient sur 3 lignes. Quand un enfant mineur reçoit un revenu de dividende d'une société privée, automatiquement, on l'isole, le revenu de dividende, puis on l'impose à 29 %. Point. Point. Pas d'exception, pas de nuance, point. Donc, bien sûr, la règle, ceux qui voient ces scénarios-là applaudissent. Bravo, bonne règle. Ça empêche les gens de faire ça. Mais voulez-vous que je conte une histoire plus triste? Ça va être très court. L'histoire de Kevin. Kevin, c'est un jeune gars qui allait au secondaire, qui avait beaucoup de difficultés dans ses études, puis ses parents essayaient de l'encourager le plus possible, mais c'était pas facile pour Kevin. Juste à temps qu'il décide en secondaire 4 de se partir une petite entreprise. Il décide de se prendre en main. C'est un petit gars qui habite pas loin de chez nous. Puis il a décidé de commencer à partir une entreprise pour faire de l'entretien ménager, mais pas ménager, paysager, mais surtout de la coupe de gazon. Fait qu'il s'est pris en main, à qui on disait Kevin, qui était toujours flanc mou puis qui faisait pas d'efforts. Ben, une bonne année, il s'est pris en main une été, puis il a décidé de se partir une petite compagnie. Donc, Kevin, c'est parti une petite compagnie. Puis, pendant tout l'été, il a fait de la tonte de gazon. Je le voyais, moi. À 7 h le matin, ça partait. Là. Puis il faisait ça, il faisait 30 dehors, puis il suait. Puis c'est le même Kevin là, qui était tout le temps vaché chez eux l'année d'avant, qui s'est pris en main. Tout un été de temps. Il a ramassé 6 000 $ avec cette compagnie-là à sueur de son front. Ben, à la fin de l'année, son 5 000 $, il a fallu qu'il se le sorte pour aller payer ses études. Ses parents n'étaient pas très riches. Même pas riches du tout. Fait qu'à la fin de l'année, moi, j'ai donné des conseils, Kevin. J'ai pas dit, va voir ton comptable. En tout cas, je sais pas, j'ai donné un bon conseil, mais j'ai dit, Kevin, le conduit pour sortir de l'argent d'une compagnie, c'est le dividende. Fait que ton 5 000 $, verse-toi en dividende. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin? Règle d'attribution, imposée à 29 %. Quand je vous dis, la règle d'attribution ne fait pas d'innuance. Est-ce qu'on est en présence d'un enfant mineur qui reçoit un dividende d'une société privée? C'est réglé, 29 %. Fait que Kevin, c'est désastreux son histoire parce qu'il va falloir qu'il s'impose à 29 % là-dessus. La même chose au Québec, il va en perdre la moitié en impôts, alors qu'il ne devrait pas payer une scène d'impôt là-dessus.
Donc, la règle, elle a le défaut d'attraper, malheureusement, aussi des cas très légitimes où il n'y aurait pas lieu de pénaliser cette personne-là. Mais on a voulu faire ça vite, gros, puis sans nuance, mais ça a ce défaut-là. Oui? Ben, j'ai expliqué, c'est la première question qu'il m'a dit, Kevin, pourquoi c'est quoi, comment ça marche les entreprises? Là, j'ai dit, tu as le choix d'être comme ça, ou tu as le choix d'être comme ça. Là, il dit, ah, c'est risqué, mon entreprise, si je coupais l'orteil de quelqu'un avec mes machineries, puis tout ça, j'aimerais mieux que ce soit dans une compagnie plus distinct de moi. Fait que, il a opté pour la forme juridique incorporée. Mais, allons-y, quel bon conseil on pourrait donner à Kevin pour éviter ça? Il y a une couple de bons conseils. Là, j'ai été vraiment mauvais dans mes conseils. Qu'est-ce qu'on aurait dû lui dire? Premièrement, entreprise individuelle, ça aurait réglé le problème. Incorpore-toi pas. Vas-y en entreprise individuelle, puis impose-toi sur ton revenu d'entreprise, ça finit là. Puis ça ne sera pas à 29 %, ça va être les taux progressifs. Sinon, il y a deux conduits pour sortir de l'argent d'une compagnie. C'est quoi l'autre? Le salaire. Il aurait pu être en compagnie et se verser un salaire. Sur un salaire, il n'y a pas de règle d'attribution. C'est sûr. La combinaison à éviter, c'est enfant mineur, compagnie privée, versement de dividendes. Puis là, je suis en plein dedans. Fait que faut juste arranger les affaires mieux que ça pour éviter les désastres. Cette histoire est une fiction. Je connais pas Kevin. Je voulais rendre ça poignant. C'est bon pour 537, c'est la dernière que je vais voir avec vous. Donc, je vais prendre la peine de mettre des X sur le reste, là, 538, 539 aussi. 5310 aussi. Voilà. Bon, ben, on est sorti du sujet 1. Ça fait un méchant bout qu'on est là. Il me reste un petit peu plus que 30 minutes, tant mieux. On va entamer le sujet 2. On sera moins pressé un petit peu. Qui est notre dernier sujet pour l'examen, je vous le rappelle. Vous devez être content qu'on ait terminé le sujet 1. C'est quand même très long, là. Le sujet 1 qui s'appelait en passant calcul du revenu d'entreprise. Et de bien, là, mais j'insiste, le calcul du revenu d'entreprise. Donc, vous devez vous dire, bon, ben, là, je les connais, les règles de calcul de revenu d'entreprise. Bien sûr, il reste à les réviser, mais elles sont toutes dans le sujet 1. Puis vous vous dites, au moins, à l'examen INTRA, je vais pouvoir souffler un peu, parce qu'il va y avoir quelques questions sur le sujet 2. Qu'est-ce que tu penses que ça a, quel impact tu penses ça a de calculer un amortissement fiscal? Si tu prends ton calcul de revenu d'entreprise, ton sujet 1, puis tu le zoomes un petit peu, là, tu te rappelles, on a vu des articles d'inclusion, puis on a vu des articles de déduction. Puis si tu zoomes un petit peu tes articles de déduction, là, un de ceux-là, tu vas remarquer qu'il y en a un que c'est la déduction pour amortissement. Donc ton sujet 2, il est ici dans le fond. Ton sujet 2, c'est comment calculer tes règles d'amortissement pour en bout de ligne prendre la bonne déduction pour amortissement dans ton calcul de revenu d'entreprise. Fait que tu n'en es pas vraiment sorti. On est encore dans le sujet 1. On est rendu au point, dans un autre sous-point, que j'ai juste appelé sujet 2, parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens comment il était gros le sujet 1. Mais on est toujours en train de... Là, pour tout le temps du sujet 2, on va s'intéresser à comment calculer de l'amortissement, mais la finalité, faites-vous pas d'illusions, c'est une déduction qui affecte le revenu d'entreprise. Donc, encore, dernier message, je ne serai jamais plus honnête. Je serai jamais plus honnête quand je vous dis à l'examen, est très facile la question. C'est clair. Calculer le revenu d'entreprise. Ça pourrait être une question, 3 heures, calculer le revenu d'entreprise. Puis m'assurer que tout soit dans la question. Des inclusions, des déductions, des cas spéciaux et plein d'actifs amortissables. Dans quel cas, vous devez appliquer toutes vos règles qu'on va voir dans le sujet 2 pour trouver la bonne déduction pour amortissement qui va se traduire par une déduction dans votre revenu d'entreprise. C'est tout interrelié. Je ne dis pas qu'il va y avoir juste une question, je fais une image. Vous comprenez? Mais pour vous montrer que, à quelque part, on est encore dans le calcul du revenu d'entreprise. OK.
Je suis content de vous parler. C'est facile d'enseigner un peu l'amortissement parce que vous connaissez ça. On ne réinventera pas la roue, là. Vous avez, en tout cas, je pense que, je m'excuse, j'ai différentes clientèles dans la classe, mais les étudiants qui font de la comptabilité puis qui doivent, dans la construction d'un état des résultats, qui doivent prendre de l'amortissement comptable, c'est la même affaire en fiscalité. On va juste avoir des taux différents, là. Donc, c'est la même logique. Je ne sais pas si c'est plus. Donc, une des choses qu'on va. Juste vous montrer l'image, là, une des choses qu'on va constater, c'est que l'amortissement fiscal, ça fonctionne par catégorie. Le législateur prévoit une cinquantaine de catégories avec des numéros. C'est pas écrit gros, là. À la page suivante, c'est plus gros, c'est zoomé. Je vais vous montrer tout de suite. Quand on regarde une catégorie de proche, c'est comme un contenté. Donc, par exemple, ici, la catégorie 8. Catégorie numéro 8, 20 d'amortissement. Donc, le législateur dit, voici tous les biens qu'il faut mettre dans la catégorie 8. Puis là, il les nomme toutes. Le mobilier, les équipements, il les nomme tous. Donc, tous ces biens-là qui sont définis dans la catégorie 8 du législateur, il faut tous venir les mettre dans la catégorie 8, puis on les amortit 20 dégressifs. 20 dégressif veut dire qu'on prend 20 du solde non amorti. Fait qu'au début, il y a beaucoup d'une assiette amortissable qui est grosse, puis plus on amortit, plus ça réduit, puis on prend toujours 20 du résiduel. Le matériel roulant, c'est une autre catégorie. Catégorie 10, 30 Les bâtisses, c'est une autre catégorie. Catégorie 1, 4 10 ça dépend des cas. Et tout ça, si je vous fais l'exemple d'une entreprise qui aurait 3 catégories, je reviens sur mes pas, tout ça, en finalité, fait que, suivez les flèches, dans ma catégorie 1, si je prends de l'amortissement, ça s'en vient ici, dans mon calcul de revenu d'entreprise. Mon autre catégorie, si je prends de l'amortissement, ça s'en va aussi en déduction ici dans mon calcul de revenu d'entreprise. Troisième catégorie, même chose, je prends de l'amortissement, ça s'en va tout dans la même case. Fait que toutes vos catégories que vous amortissez, c'est ça en bout de ligne, la somme de tout ça qui devient votre déduction pour amortissement. Ces catégories-là sont universelles. Partout au Canada, on en reparlera, là, mais c'est une question d'équité, partout au Canada, tout le monde amortit son matériel roulant de la même façon. Parce que la loi canadienne dit à toutes les entreprises canadiennes, du matériel roulant, c'est catégorie 10, 30 C'est vrai au Québec, c'est vrai en Alberta, c'est vrai en Colombie-Britannique. Partout. Les bâtisses, c'est la même chose, les équipements, c'est la même chose. Donc, c'est des catégories qui sont prédéfinies, avec des taux d'amortissement prédéfinis pour tout le monde. Et tout ça mis ensemble va influencer votre case de déduction. Donc, on va prendre, je ne sais pas maintenant, là, mais on va avoir ce tableau-là, cette image-là qui est notre composition, finalement, de ce qui rentre dans les catégories amortissables, puis la façon de les amortir. On va passer item par item. Il va tout falloir voir ces lignes-là, une par une. Bien sûr, pas aujourd'hui. De façon conceptuelle, avec un arbre de décision, là, vous n'êtes pas obligé de voir tous les détails, mais si on se demande c'est quoi les biens amortissables, là, partez du point de départ. Quand une entreprise encourt une dépense, il y a deux choix. Soit la dépense est déductible, parce qu'on juge que c'est une dépense qui n'est pas capitalisable, donc qu'elle est déductible dans l'année courante, comme un inventaire ou une dépense d'entretien, ou elle est capitalisable. Donc nous, on s'intéresse d'une part aux dépenses capitalisables. Et quand une dépense est, on appelle ça en fiscalité une dépense en immobilisation, il y a deux choix qui sont possibles. Soit c'est amortissable, soit ça ne l'est pas. Bien évidemment, moi, je m'intéresse à ce qui est en vert. Donc, le sujet 2 porte exclusivement aux biens qui tombent dans la case verte. Vous pouvez m'en nommer des biens qui ne tombent pas dans la case verte? Qu'est-ce qui tomberait ici? Pour un sport expert, quel achat ne serait pas un bien amortissable? Le stock. Donc, quand Sport Expert achète des skis et achète des vélos pour les revendre, essayez pas d'amortir ça. Vous n'êtes même pas du bon côté. C'est un inventaire. Donnez-moi un exemple d'immobilisation, mais qui tomberait là. Qu'est-ce que Sport Expert pourrait acheter qui soit capitalisable, mais quand même pas amortissable? Un terrain. Un terrain, c'est capitalisable, mais pas le droit d'amortissement là-dessus. Déplacement. Si tu achètes des placements, c'est des immobilisations, mais tu ne les amortis pas. Il y a quelques actifs qui vont tomber. Donc, nous, on s'intéresse, vous comprenez, à la case verte.
Quelques termes de vocabulaire, mais je vais y aller vite. Donc, il faut y aller vite, mais je vais prendre quand même le temps. Là. La DPA, c'est vraiment la fameuse déduction qu'on va mettre dans le carré. Là. Donc, quand on se pose la question, qu'est-ce qui est déductible? Ça s'appelle la déduction pour amortissement. L'immobilisation, je vais le mettre en jaune, c'est synonyme de ce qui est capitalisable. Capitalisable. Je vais revenir à la page précédente, puis je vais le mettre en jaune. Une immobilisation, c'est tout ce qui tombe dans la case jaune, ici. Donc, moi, je ne m'intéresse pas à toute la case jaune, seulement à la portion qui est amortissable. Je ne m'intéresse pas au terrain, je ne m'intéresse pas au placement, je ne les amortirai pas. Je m'intéresse, par exemple, aux bâtisses, aux équipements, aux voitures, que eux vont tomber dans la section verte. Un bien amortissable, c'est la case verte, là, il n'y a pas de doute. Quelques termes rapidement aussi. Coût en capital, FNAC, PBR, on va tout de suite mettre ça au clair. Là. Si je dessine un compte en T, par exemple, pour représenter ce qui se passe dans une catégorie, peu importe, disons la catégorie 8, 20%. Premièrement, on va capitaliser dans le compte en T l'achat d'un équipement. Donc, si j'achète un équipement 1000, on va le mettre ici. Ce 1000 $-là, ça porte deux noms. Ça porte le coût en capital, puis ça s'appelle aussi le prix de base rajusté. Demandez-moi pas de vous expliquer la différence entre les deux, là. Mais coût en capital, puis PBR, des mots compliqués pour pas grand-chose, là, ça revient à dire le prix que tu l'as payé. Fait que quelqu'un, un fiscaliste, te dit quel est le PBR de ton terrain? Tu l'as payé combien ton terrain? Puis le lendemain, il va te dire quel est le coût en capital de ton terrain. C'est la même affaire, c'est la même question. Combien tu l'as payé? C'est le coût d'origine. D'accord? Pour des étudiants de maîtrise en fiscalité, par exemple, si vous faisiez une maîtrise en fiscalité, on serait un petit peu plus minutieux sur la différence entre ces deux termes-là, mais pour vous, là, voyez ça comme des synonymes. Donc, 20%, quel sera l'amortissement la première année? Si on prend 20% d'amortissement par année sur ces actifs-là, vous allez me dire 200, vous avez raison, mais c'est 100 parce qu'il y a un demi-taux la première année. On en reparlera. La première année, on amortit la moitié seulement de ce qui est permis pour tenir compte du fait qu'on ne l'a pas eu toute l'année. On l'a acheté durant l'année. Il reste 900. Il reste 900. Comment ça s'appelle, ce 900-là qui nous reste? C'est ce qui est non amorti, là. Ça s'appelle la FNAC. Donc, la FNAC, ici, là, c'est ce qui reste à amortir. Donc, 1000, c'est le coût en capital ou le PBR, appelez ça comme vous voulez. Puis 900, c'est ce qui me reste à amortir. C'est la FNAC, fraction non amortie. Ça porte bien son nom. Fraction non amortie du coût en capital. Puis, on parlera des derniers thèmes la prochaine fois, là, ou pas aujourd'hui. Récupération d'amortissement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous parler de ça. Et les pertes finales non plus. Mais on va revenir sur ce sujet-là. Je reste dans l'introduction aujourd'hui. On ne rentrera pas dans les gros sujets techniques, mais c'est important de se faire une tête. Je vous disais ici que pour arriver à la case verte, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une entreprise qui fait une dépense, c'est une dépense qui est courante ou une dépense capitalisable? Il y a des cas, c'est évident. Là. Quand j'achète une bâtisse, c'est capitalisable. Puis quand je suis sport expert, j'achète des skis, c'est de l'inventaire. Mais rappelez-vous en comptabilité, il y a des cas entre les deux extrêmes du spectre, là, il y a des cas au milieu où c'est pas facile de distinguer une transaction qu'on dirait déductible dans l'année courante versus capitalisable. Vous êtes propriétaire d'un immeuble. Les balcons sont en train de tomber. Vous refaites tous les balcons. Ça vous coûte des dizaines et dizaines de milliers de dollars. Vous faites quoi avec cette dépense-là? Vous la déduisez dans l'année courante ou vous la capitalisez au coût de l'immeuble? Est-ce que c'est les mêmes règles que l'IFRS? On répondra à ça dans 30 secondes. Capitalisable. Capitalisable? Tu refais les fenêtres, tu enlèves les vieilles fenêtres, tu en mets des nouvelles. Tu déduis ou tu capitalises? Embêtant, hein? Il va falloir trancher ça. C'est des affaires qui vont arriver à l'examen, là. On va en faire une plus facile. J'aurais dû commencer par les cas faciles. Tu repeintures. Déductible ou capitalisable? Vous voyez que si je glisse vers l'entretien, là, quand de nature, j'améliore pas mon bien, je fais juste l'entretenir,
on peut penser que c'est de nature entretien déductible. Puis quand je fais suffisamment d'investissement pour améliorer mon bien, on peut penser que c'est capitalisable. Fait que, voilà pour le cas facile. Puis d'autre côté, je vais mettre un extrême. Là, j'ai 3 étages, puis je me construis un 4e puis un 5e étage. J'espère que vous allez me dire capitalisable. C'est vraiment, je grossis mon immeuble. Mais entre les deux, vous voyez que des fois, c'est pas facile. Donc, les éléments de distinction, c'est les mêmes qu'en comptabilité. Vous allez être content, là? Ben, dans le sens où le législateur ne s'est pas donné comme ouvrage de faire la distinction. Il s'est dit, allez voir les règles comptables. Quand on fait la comptabilité de cette entreprise-là, s'ils ont jugé qu'ils capitalisaient comme un actif capitalisable, faites de même en fiscalité. Et lorsque ils ont fait les états financiers, s'ils ont jugé qu'une dépense devait être passée en charge, faites de même en fiscalité, passez-la en dépense. Je vous rappelle quand même quelques critères là, qui sont autant valables en fiscalité qu'en comptabilité. Est-ce que la dépense procure un avantage durable ou c'est plus une dépense récurrente? Donc, une dépense qui est vouée être faite régulièrement, il y a lieu de penser que c'est déductible. Puis quand on fait une dépense une fois, puis ça va nous servir pour longtemps, il y a peut-être lieu de penser que c'est capitalisable. Mais c'est des indices, là, ça ne fait pas foi de tout. Est-ce qu'on améliore le bien ou on fait juste l'entretenir? Donc, de construire 2 étages de plus sur un immeuble, c'est clairement de l'amélioration. De le repeinturer, c'est clairement de l'entretien. Mais il y a un monde entre les deux. Donc, c'est les principaux critères, là, vous voyez les autres. Oui? Ben, c'est le dernier critère, mais c'est pas fort. Je voulais comme pas en parler, là. Ce qu'il faut, ça m'amène ici, là. Il y a certains comptables qui vont, puis c'est normal. En comptabilité, il y a une notion qui s'appelle l'importance relative. Ça veut dire que des très petits montants, là, qui ne feront pas la différence pour un utilisateur externe. Vous savez que les comptables, ils font des états financiers pour les fins d'un utilisateur externe. Mais sur une compagnie qui a 8 millions d'actifs, par exemple, une dépense de 10 000, on s'en foutu, là, que tu passes en charge ou ou que tu capitalises. Avec raison, les comptables disent c'est en bas de mon importance relative. Ça veut dire que peu importe la décision que je vais prendre, ça n'influencera pas les lecteurs des états financiers. Puis c'est correct. Mais sachez qu'en fiscalité, il n'y a pas d'importance relative. Tu n'iras jamais dire à un vérificateur d'impôt, « Ah, 10 000, c'est pas important. » Oh, non, non, non. Chaque pièce est important en impôt. Fait que, attention, des fois, les comptables, avec raison, font en guillemets, des mauvais traitements ou des traitements un peu réfléchis sur des petits montants. C'est logique. Mais en fiscalité, il va falloir peut-être mieux traiter ces petits montants-là parce que ça n'existe pas, cette notion-là, en fiscalité. Puis, la loi de l'impôt, elle doit être bien appliquée du premier dollar jusqu'au dernier dollar, finalement. Est-ce que ça répond à ta question, monsieur? Oui. OK, autre sujet super intéressant. Quelle est la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal? En gros, ça se ressemble beaucoup. La façon qu'on prend l'amortissement pour construire l'état financier comptable et la façon qu'on prendra l'amortissement pour calculer le revenu d'entreprise fiscal, ça se ressemble beaucoup. Mais focusons sur les différences alors. Je vais les mettre en orange. Premièrement, l'amortissement fiscal est discrétionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, discrétionnaire? Pas obligatoire. Donc, en fiscalité, tu n'es pas obligé de prendre l'amortissement. C'est un choix. Donc, quand on te dit que ta bâtisse, tu peux l'amortir 4 % par année, puis tu calcules ton amortissement, puis que ça te donne 8 000, disons, bien, ce que ça veut dire pour vrai, c'est tu peux prendre n'importe quel amortissement entre 0 et 8 000. Choisis. Donc, en fiscalité, tu peux prendre à chaque année, sur n'importe quelle catégorie, tu peux prendre n'importe quel amortissement dans la fourchette 0 jusqu'au maximum qui t'est permis. Alors qu'en comptabilité, il n'y a pas ce flux-là. Je ne verrais pas un comptable dire « je ne prendrai pas de charge d'amortissement cette année ». Il n'y a aucun choix en comptabilité. C'est une charge qui doit être prise. Bien sûr, en fiscalité, on prend souvent le maximum. Vous comprenez qu'une déduction, ça fait chuter le revenu d'entreprise. Puis si je fais chuter mon revenu d'entreprise, je réduis mes impôts. Mais dans des cas très spécifiques, comme on a parlé sur une bâtisse qu'on sait qui ne perdra pas de valeur, si on veut se restreindre, on peut le faire pour éviter les conséquences. Je l'ai dit tout à l'heure, en fiscalité, les biens sont regroupés par catégorie et on fixe un taux sur chacune des catégories pour être équitable. Donc, si on dit à McDonald's, ton enseigne, c'est un bien de catégorie 38, puis tu l'amortis 22 % par année,
Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai pour tous les McDonald's, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Tout le monde va amortir son enseigne pareil. Je serais curieux de voir en comptabilité s'ils appliquent les mêmes taux d'amortissement. Pas sûr, parce que qu'est-ce qui dit que le taux d'amortissement en comptabilité? C'est le jugement de la direction. Chaque contribuable, je ne dirais pas contribuable, mais chaque entreprise en comptabilité a le devoir d'établir la durée de vie utile de son actif, puis d'établir sa méthode d'amortissement sur la base de son jugement. Fait que je ne suis pas sûr que le McDo à Québec puis le McDo en Alberta, ils ont la même méthode d'amortissement en comptabilité. Je ne suis pas sûr de ça, puis c'est correct. C'est la réalité de la comptabilité. Vous voyez qu'en fiscalité, l'objectif est beaucoup plus d'être équitable. Deux types d'amortissement en fiscalité, surtout l'amortissement dégressif, puis il y a aussi l'amortissement linéaire. Quelle est la différence entre de l'amortissement dégressif et de l'amortissement linéaire? Si on commence par l'amortissement dégressif, si on dit que cette catégorie-là est amortissable 10% dégressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va toujours amortir le solde non amorti, comme on a dit tout à l'heure. Fait que si j'achète pour 800, je prends 100 pièces d'amortissement, pas 100 pièces, je prends 10%, je prends 80, il m'en reste 720. L'année d'après, je prends 10% de ça, je prends 72, et ainsi de suite. Donc, l'amortissement dégressif, c'est voué à être de plus en plus petit, parce que le solde diminue, puis on prend toujours un pourcentage du solde qui diminue. Alors que l'amortissement linéaire, c'est le contraire. C'est stable. Quand on dit amortissable 10% linéaire, si ça te coûte 1000 ton actif, tu prends 10% par année, puis tu le passes en dépenses. Fait que ce n'est pas 10% du solde résiduel, c'est toujours 10% du coût. Donc, tu vas avoir comme amortissement exactement le même, 100, 100, 100, 100 à chaque année. Il va être linéaire plutôt qu'être dégressif. Vous voyez, ça porte bien son nom. Le nom indique un peu le graphique que fait l'amortissement au fil des années. Donc, si vous regardez un graphique d'amortissement dégressif, ça fait ça au fil des années. Puis si vous regardez un graphique d'amortissement linéaire, ça fait ça au fil des années. 100, 100, 100 chaque année, alors qu'ici, j'ai 80, 72, puis ça ne cesserait pas de diminuer. Tout le monde comprend qu'en sujet qu'une question de timing. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. En bout de ligne, on va tout passer en amortissement. C'est juste la question, c'est à quelle vitesse, à quel rythme. Et les deux dernières particularités, on en reparlera, la règle de mise en service et la règle de mise de demi-taux. Je vais revenir là-dessus. La règle de demi-taux, je l'ai un peu dit tout à l'heure. La première année qu'on achète un bien, si c'est 10% qu'on nous promet dans la catégorie, la première année, il va falloir que tu prennes 5%. Mais on en reparlera. Bon, tout le reste a pas mal été dit, là. Je me répète un peu dans ces pages-là. Les catégories, je n'ai parlé. La FNAC, je n'ai parlé. Dégressif, linéaire, on en a parlé. Je vous laisse aller. Je donne rien là, dans ta main. J'ai ce gros tableau-là entamé avec vous, là, puis d'aller voir toutes ces composantes. Donc, sujet 1 terminé, groupe. De grâce, tardez pas. Faites passer à travers les questions du sujet 1, parce que dès la semaine prochaine, le sujet 2, vous allez voir les questions, c'est costaud dans le sujet 2. Bon travail. Suivez le plan de travail. Je vais le mettre à jour.